Bonjour à vous, téléauditeurs. Merci de nous retrouver sur Intégral Radio Vision. Les matinales, c'est tout de suite. On va parler suivi de la femme après l'accouchement. En termes techniques, on dit suivi postpartum. Je crois que c'est ce qu'on dit. On saura ce qu'il faut faire, pourquoi ce suivi, il consiste à quoi. Les réponses avec notre spécialiste, le docteur Robert Chunzo. Il est gynécologue obstétricien. Bonjour. Bonjour Madame Lembe, bonjour à tous les téléauditeurs et à tous les internets qui nous suivent. Voilà, on va démarrer tout de suite avec une ponctuation musicale, on se retrouve après. Merci, belle chanson, ça nous rappelle des bons moments avec ce groupe Makoma qui fait dans le gospel, dans la louange. Docteur Robert Chunzo, vous êtes gynécologue obstétricien. Pourquoi il faut un suivi postpartum? Qu'est-ce que c'est d'abord un suivi postpartum? Merci pour la question. Pour rentrer dans le vif du sujet, il est important peut-être qu'on définisse d'abord ce que c'est le postpartum. Partum est dérivé du latin. C'est l'équivalent de parturition en français qui veut dire simplement accouchement. Et post veut dire après. Donc le postpartum veut simplement dire la période après l'accouchement. Alors, donc, pourquoi est-ce qu'il est important de suivre les femmes dans cette période-là? Parce que c'est une période qui est charnière, qui est à intervalle entre la période où la dame n'était pas enceinte, la période de grossesse et maintenant, la nouvelle période, elle va retrouver la période d'avant la grossesse. Donc, il est important que l'on s'assure que cette transition entre une période qui a été charnière entre les deux, que la transition se fasse sans problème. C'est pour ça. Cette période va de quel moment à quel moment? Dès l'accouchement ou des semaines après l'accouchement? La période du postpartum, classiquement, va de la sortie du placenta jusqu'à 42 jours. Ça, c'est la période de postpartum qu'on peut dire immédiate. Mais le postpartum, normalement, on peut l'étendre même jusqu'à la prochaine grossesse. Ou bien jusqu'à la fin de l'allaitement. Mais classiquement, sur le plan médical, on étend cette période à 42 jours, 6 semaines. Il y a une téléauditrice qui m'a demandé tout à l'heure, est-ce que ça concerne juste les femmes qui ont eu un souci pendant l'accouchement, par exemple une césarienne, ou toutes les femmes doivent passer par là? Toutes les femmes qui ont accouché nécessitent un suivi, doivent être suivies jusqu'à ce qu'on pense qu'elles ont quitté la zone de danger et qu'elles ont retrouvé à peu près leur état d'avant la grossesse. C'est quoi la zone de danger? La zone de danger, comme je vous disais là, comme sur le plan médical, on a circonscrit cette période-là à 42 jours. Oui. Pendant ces 42 jours-là, il y a des choses qui peuvent se passer, qui peuvent, n'est-ce pas, mettre en danger et la vie du nouveau-né, nouveau-venu, et de la mère qui vient d'accoucher. C'est pour ça que je disais que on a de façon conventionnelle, médicalement, circonscrit cette période-là à 42 jours, mais elle peut aller au-delà. Parce que, par exemple, les événements d'après accouchement ne s'arrêtent pas à 42 jours. On continue à allaiter, on continue à... Oui. Qu'est-ce qui peut survenir, selon vous, pendant cette période? Beaucoup de choses peuvent survenir. Par exemple, juste après l'accouchement, une dame peut se mettre à saigner. Oui. C'est la chose la plus dangereuse et c'est le casse-tête de la salle d'accouchement. On appelle l'hémorragie du postpartum. D'accord. C'est-à-dire qu'une dame qui se met à saigner, et c'est la première cause de mortalité des femmes. OK. Elle peut également avoir une tension qui était normale, qui s'élève en association avec d'autres signes et symptômes qui constitue ce qu'on appelle prééclampsie, dont je suis sûr que vous avez entendu parler, qui est une autre terreur des femmes et des médecins en salle d'accouchement. Il peut y avoir beaucoup d'autres maladies. Les seins qui sont remplis de lait, s'ils ne sont pas évacués, si ce lait n'est pas évacué, peut commencer par un engorgement et continuer jusqu'à un abcès. C'est-à-dire que le lait qui n'est pas évacué peut être le milieu de culture pour les bactéries qui va
n'est-ce pas, aboutir à ce qu'on appelle un abcès du sein. Il y a beaucoup d'autres maladies, il y a des centaines de choses qui peuvent arriver dans cette période. J'ai compris l'hémorragie, ça je l'ai compris. J'ai compris après éclampsie, tout le monde en a entendu parler. Mais lorsque vous dites que le lait qui ne coule pas, qu'est-ce qui peut faire que le lait ne coule pas? On sait déjà que quand l'enfant sort, le premier geste, c'est de vouloir téter et c'est ce que maman va faire. Pourquoi ça ne sort pas? Oui, le lait peut ne pas couler normalement du fait d'une mauvaise technique. D'accord. Une mauvaise technique d'allaitement. Parce que le nouveau-né, lui, qui arrive, c'est vous qui l'adaptez. C'est vous qui lui apprenez à téter. C'est vous qui lui apprenez à tirer. Lui, il attend une posture de facilitation. Si, je prends un exemple comme ça, un peu bête, si vous mettez seulement le mamelon dans sa bouche, il se peut qu'il tire pour rien et rien n'arrive. Et il se peut que, de colère, il prend le mamelon entre les gencives et vous cause une blessure, par exemple. Oui. Il se peut également que le lait ne draine pas à travers les canaux, parce que pour que ça draine, il faut qu'il y ait une petite pression à la base des canaux qui conduisent le lait, qu'on appelle les canaux galactophores, pour que ce lait-là coule normalement. Donc, une mauvaise technique d'allaitement peut entraîner le lait qui s'accumule, qui va faire un engorgement et puis un abcès. L'autre chose qui peut faire que le lait stagne et fasse une stase de lait, c'est que la maman ne donne pas. Oui. Elle peut décider que pour des raisons elle personnelles elle ne va pas allaiter. Donner le sein au bébé. Voilà, et qu'on ne lui donne pas un médicament qui va arrêter la production du lait. Parce que la production, elle est automatique. Il y a un mécanisme réflexe qui envoie un message au cerveau qui fonctionne comme une usine et qui produit. Et si c'est produit et que ce n'est pas évacué, ça va s'accumuler et ça va attirer des infections. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que le lait ne coule pas. Ce suivi postpartum donc consiste à quoi exactement? On va regrouper le suivi de la femme dans la période du postpartum en 3 grandes raisons. La première raison, c'est de vérifier que l'organisme de la femme qui vient d'accoucher fonctionne comme cela se devrait. On a étudié le fonctionnement et on sait exactement comment ça va fonctionner. Je prends un exemple. On sait que une dame qui a accouché, son sein va commencer à sécréter au bout de 48 heures si elle a mis le bébé au sein. On sait par exemple que son utérus va involuer. Involuer, c'est le terme médical, mais va régresser pour atteindre à peu près la taille d'avant la grossesse. On sait que l'écoulement du sang, qu'on appelle l'OCHI, on sait à peu près comment ça va couler. Les 2 premiers jours, les 4 premiers jours, les 6 premiers jours. Et on sait quand ça doit s'arrêter dans les conditions normales. D'accord. Voilà. On sait comment il faut allaiter le bébé. Donc, le premier objectif du suivi, c'est de s'assurer que ces choses-là évoluent comme cela se devrait. Donc, en termes techniques, on va dire qu'on veut évaluer l'évolution physiologique de la mère et du nouveau-né. Et la deuxième chose qui peut être la conséquence de la première, c'est de détecter toute complication, détecter à temps et la prendre en charge pour qu'elle ne soit pas irréversible pour la maman. La troisième chose, c'est ce que nous disons faire, donner le conseil à la maman, utiliser cette période-là pour faire la promotion de la santé. D'accord. Je prends un exemple. Les femmes ne font pas toujours le dépistage du cancer du col de l'utérus. Et pourtant, il est conseillé que quand on a atteint 25 ans, 30 ans, selon les normes du pays où on se trouve, on doit commencer à faire le dépistage du cancer du col de l'utérus
tous les ans ou tous les 2 ans ou ceci. Mais parce que les femmes qui ne sont pas malades n'ont pas toujours la motivation d'aller le faire. On va trouver la période du postpartum comme un tremplin pour leur rappeler que, madame, est-ce que vous avez déjà fait votre frottis? Vous ne l'avez pas fait, on vous conseille. On va utiliser le postpartum comme un tremplin pour vous dire, vaccinez-vous contre l'hépatite B, par exemple. Donc, on groupe ça, on appelle le counseling, plus la promotion de la santé. C'est l'occasion vous est donnée de sensibiliser ces femmes qui vous regardent en ce moment. Oui. Je disais que cette période-là nous permet de voir certaines choses. Tout à l'heure, vous me parliez en off de certaines pratiques qu'on fait dans les traditions. Les Douala, par exemple, ont des pratiques qui leur sont propres. Oui. On dit quand on a accouché, je ne sais pas moi, il faut faire tel ou tel. Il y en a qui disent il faut chauffer de l'eau et puis verser à travers les voies génitales pour aller sortir le mauvais sang. Il faut masser le ventre. Ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que on n'est pas forcément en conflit avec toutes les pratiques traditionnelles. Non. Ce que nous faisons, le suivi que nous faisons, c'est de voir parmi ces pratiques-là, celles qui sont bonnes, parce qu'il y a des bonnes pratiques chez nous, nous les encourageons ou nous les améliorons. Et celles qui sont mauvaises, celles qui peuvent être nocives, nous essayons de les décourager. Vous comprenez ça? Et il y a dans chaque tribu des petites choses comme ça. Et le bon personnel du postpartum, qui peut être une sage-femme, un maïticien ou un gynécologue obstétricien, ne se met pas tout de suite en porte-à-faux avec ces traditions. Il essaye d'écouter ces traditions-là, de les étudier et de voir si la tradition n'est pas nocive pour la santé de la mère et de l'enfant. Et si elle l'est, il trouve une stratégie pour la décourager, par exemple. Oui. Voilà. Mais on ne sait pas toujours ce qu'elle peut pratiquer à la maison. Est-ce que si vous dites qu'est-ce que vous allez faire à la maison, elle ne pourra pas forcément vous répondre. Donc c'est un peu compliqué. Oui, vous avez raison. Mais c'est pour ça que nous avons le troisième grand objectif qui est le counseling, le conseil. Et le bon personnel de santé, il doit s'assurer de connaître les traditions des populations dans lesquelles il travaille. Par exemple, moi, j'ai commencé à travailler comme médecin chez les Tout-Pourris dans l'extrême nord. Oui, mon devoir pendant un certain temps, après avoir observé certaines choses, c'est de me rapprocher de ces populations-là et de comprendre certaines choses qui sont faites. Comme ça, je sais que telle chose est faite. Et quand je ne suis pas d'accord avec certaines choses, de façon subtile, sans rentrer en guerre ouverte, de façon subtile, on essaie d'anticiper et de dire, madame, à la maison, vos parents, vos beaux-parents vont vouloir vous masser le ventre. Parce que dans leur entendement, sans masser le ventre, il restera gros. Or, c'est une grosse aberration. Le massage du ventre n'a rien à voir avec l'involution. D'accord. L'utérus, c'est un muscle. La seule chose qui va faire évoluer, c'est la contractilité. Vous comprenez? Et le massage qu'on applique là va masser la peau, va froisser la peau, va déshydrater la peau. Et si vous dites à une femme que vous faites ça 1-2 fois, après le deuxième accouchement, vous-même, vous allez haïr la peau de votre ventre. Ça peut même être la cause de l'infidélité de votre mari. Je dis ça en blaguant. Comme ça, on ne sait jamais. Il y a plusieurs causes et puis ça, on ne sait pas, les motivations sont différentes. Et cela ne va pas résoudre le problème de votre ventre. Parce que votre ventre, c'est l'utérus. Si vous avez une couche de graisse plus importante, vous avez la sangle abdominale peut avoir été tellement distendu que vous n'aurez plus jamais un ventre plat. Il faut que vous le compreniez, que vous le massiez ou pas, ou que vous mettiez une gaine. Cela ne va pas résoudre le problème. Donc,
le conseil est individualisé. Oui. Il n'y a pas un conseil universel pour toutes les femmes. Si j'ai devant moi Madame Lembe ou la sœur de Madame Lembe, j'essaie d'interagir. Je donne même l'occasion à Madame Lembe de me poser des questions pour que si elle a des soucis, si elle a des interrogations, qu'elle puisse nous répondre. Tout à l'heure, vous avez parlé de drainer le lait. Et du coup, j'ai pensé aux pratiques que les mamans ont eu à faire, les grands-parents. On appelait ça le massage des seins. Oui. Pour pouvoir, selon elles, drainer le lait plus facilement. Jusqu'à quel point c'est dangereux? Parce que moi, je sais déjà que c'est pas bon. Oui, disons que toutes ces pratiques sont des pratiques dues au fait qu'on n'a pas compris comment ça marche. On n'a pas compris la physiologie. Et effectivement, ces massages-là peuvent aboutir à des pathologies, ça peut aboutir Justement, à des lésions parce que c'est une agression que l'on a fait à un organe. Donc ça peut être la conséquence, ça peut être avoir pour conséquence certaines maladies, qui peuvent aller des simples blessures jusqu'à même exposer au risque des maladies plus graves. Oui. Parce que c'est une agression qu'on est en train de faire. Il faut comprendre que le lait, c'est comme un sac qui contient des canaux par lesquels le lait est sécrété à un certain niveau. Il est stocké dans le même sein, dans des structures qu'on appelle alvéoles. Et quand il est sollicité, soit parce qu'on appuie sur le sein, ce sein-là chemine à travers des canaux qui sont comme des tuyaux et qui vont s'aboucher dans le mamellon et l'enfant va téter. Oui. Par exemple, si une femme enceinte verra qu'elle n'a pas besoin de masser, il suffit d'appuyer au niveau de l'aréole. Oui. Il suffit d'appuyer, elle va appuyer sous les alvéoles qui constituent la réserve et le lait va couler. On n'a pas donc besoin d'appliquer un quelconque massage. On peut donc dire que ces pratiques peuvent avoir des conséquences sur la mère et sur l'enfant. Bien entendu, sur la mère parce que c'est elle qui a l'organe, c'est sur elle qu'on manipule, et sur l'enfant parce que ça va entraver l'allaitement. Oui. L'enfant ne sera plus nourri de façon adéquate et peut avoir comme conséquence la malnutrition, par exemple. Juste, moi, j'ai vu des enfants, des bébés, qui ont carrément refusé le lait artificiel. Ils voulaient juste le lait de la maman. Pour cette dame, c'était très compliqué. Elle m'en a parlé. C'était très compliqué parce qu'avec le travail et tout, c'est pas toujours évident. Dans ce genre de situation, c'est plus grave que ça. Madame Lembe, il faut qu'on se mette d'accord que de façon physiologique, on peut donner simplement le lait maternel à son enfant pendant les 6 premiers mois. On n'a pas besoin de quelque chose d'autre. Oui. Et cet enfant si un enfant est nourri pendant 6 mois, exclusivement au lait, c'est un enfant qui est le plus fort possible. Parce que le lait maternel est le repas le plus complet pour le bébé. Dans les 6 premiers mois, le prétexte du travail que les dames nous donnent, nous leur disons en faisant le conseil que c'est un faux prétexte. Si vous travaillez, pendant les heures de travail, vous avez la possibilité d'extraire le lait dans les mêmes tétines que vous achetez en pharmacie et qu'on donne au bébé pendant les heures de tétée. Donc, il y a la possibilité d'extraire le lait. Oui, de le conserver. Et de le conserver. Ça, en plus, le législateur a prévu quand même pour les femmes qui allaitent des heures de tétée, oui. Voilà. Donc, le prétexte qui est donné par 99% beaucoup de femmes, c'est un faux prétexte. Même moi qui vous parle, je ne suis pas sûr que mes enfants ont été des 6 mois parce que pour convaincre, ce n'est pas facile. Mais il y en a qui l'ont réussi. Il y en a qui le réussissent et qui
Cela a beaucoup d'avantages. Oui. Le premier avantage, c'est que c'est moins cher. C'est gratuit. Je Oui. disais moins cher, c'est gratuit. C'est gratuit. Parce que Dieu en produit à tout moment. Oui. Hein? Je dis Dieu pour dire que on ne sait pas où c'est le lait naturel, est gardé, mais oui. ça vient. Ça vient C'est tout naturel. seul. Ensuite, La c'est santé. encore économique parce que la santé. Oui. Il n'y a pas de manipulation. Quand vous donnez le lait artificiel à votre bébé, celui qui le prépare peut être une source de contamination. Il y a beaucoup de choses. La qualité même du lait qui est acheté peut être une source de maladie. Donc, de toutes les façons, le lait maternel est le meilleur lait jusqu'à 6 mois. Et un bébé qui ne prend que le lait maternel, c'est un bébé qui respecte la nature. Ça, c'est un conseil à retenir, mesdames et messieurs, téléauditeurs. Le bébé qui prend le lait maternel jusqu'à ses 6 mois est vraiment, vraiment en santé. Il est éloigné de toute maladie. Il a son repas complet parce que le lait maternel est complet. On vous revient tout juste après cette page pub. Intégrale Radiovision, la pub. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. Bonjour, là nous sommes dans la salle d'esthétique et je suis en train de faire un complet au client. Vous êtes sur Intégrale Radiovision, vous écoutez les maternelles. Aujourd'hui, on parle du suivi postpartum avec le docteur Robert Chunzo, qui est gynécologue obstétricien. Avant de passer à d'autres aspects de cette période qui, ma foi, suscite beaucoup d'interrogations, on aimerait savoir pourquoi, après la sortie de l'hôpital, c'est-à-dire après ces 3 jours d'observation, vous donnez toujours rendez-vous quelques semaines plus tard à la dame, à la jeune maman. Pourquoi? C'est quoi l'objectif de cette consultation? Très bien. Souvenez-vous qu'au début, nous avons circonscrit la période de postpartum conventionnel à 6 semaines, Oui. à 42 jours. Donc, au bout des 42 jours, on a besoin de s'assurer de la conformité de certaines choses chez la mère par rapport à ce qui est attendu. Donc, à la fin des 42 jours, on a besoin de vérifier certaines choses. On a besoin de vérifier, que l'allaitement se déroule normalement, sans obstacle et sans complications pour le bébé et la maman. On a besoin de vérifier que l'utérus a évolué, c'est-à-dire est rentré à sa taille d'avant la grossesse. On a besoin de vérifier que les vaccins
pour la maman, pour le bébé, oui, sont respectés. On a besoin de voir si cette maman a déjà eu ses règles, par exemple. On a besoin aussi de savoir si elle a repris sa vie sexuelle, parce que il y a tout. Et l'autre chose, c'est qu'on a besoin de répondre à ces éventuelles inquiétudes. Oui. Si c'est une maman qui accouche pour la première fois, il y a des événements qui peuvent arriver qu'elle ne comprend pas. Elle a besoin de vous poser la question. Par exemple, je prends un exemple. Nos parents pensaient que avoir les relations sexuelles pendant qu'on allait gâter le lait, entre guillemets, gâter le sein. Oui. Que j'ai eu dans ma pratique des femmes qui vont venir et vous dire, quand vous leur dites non, vous pouvez avoir des relations, ils disent que non, mais docteur, je vais gâter le sein. Non, vous leur expliquez que non, il n'y a pas de gâter le sein. Vous avez les rapports quand vous voulez, pourvu on essaye de faire une rétrospective pour comprendre pourquoi nos parents disaient qu'on gâtait le lait. Oui. On comprend que à ce moment-là, parce qu'elle n'avait pas de connaissances par rapport à comment faire pour éviter une autre grossesse, celle qui tombait enceinte pendant qu'elles allaitaient, la nouvelle grossesse réduit la quantité du sein à cause d'une interaction entre les différentes hormones, la prolactine et les autres hormones sécrétées par la grossesse. Ça a diminué la quantité. Et si le lait maternel était la seule source d'alimentation pour ce bébé, pour le bébé qui était déjà né, cela entraînait une mauvaise alimentation, une sous-alimentation et parfois même une malnutrition. Et quand on voyait un enfant malnutri, pour l'interprétation de nos parents, qui n'est pas une interprétation bête, était qu'on a empoisonné le sein avec une nouvelle grossesse. C'est pour ça que le bébé n'a pas grandi. Justement, c'est l'un des aspects que je voulais évoquer tout à l'heure quand je parlais, qui suscite des interrogations. À partir de quel moment est-ce qu'on peut recommencer à avoir une vie sexuelle? Il n'y a pas de moment consensuel. D'accord. Universel. Nous, dans la pratique des francophones et tout, on a tendance à leur dire d'attendre les 42 jours. Oui. 42 jours. Chez les anglo-saxons et les autres, on va dire à la convenance de la dame. À la convenance de la dame. Si au bout de 3 semaines, elle n'a plus de sécrétion, elle se sent prête, parce que les relations sexuelles peuvent être un facteur de son épanouissement. Si elle se sent épanouie et tout ça, c'est à elle. La seule précaution que moi, je vais tirer, ou bien que les autres, c'est que au moment où il n'y a plus de risque pour les infections à cause des sécrétions qu'il y a après l'accouchement, au moment où il n'y a plus de saignements et tout, si elle se sent à l'aise, elle peut. Bon, donc je me résume. L'activité sexuelle, le plus souvent, vous allez voir, on va conseiller 42 jours, la fin de la période du postpartum. Oui. Mais il n'est pas interdit d'avoir les relations sexuelles avant. C'est-à-dire 3 semaines, 1 mois après. Ma question va aller toujours dans le même sens. Une dame, elle est venue après les 42 jours. Oui. Elle n'a pas toujours ses règles. Oui. D'accord. Et elle fait, disons, 6 mois, elle n'a pas ses règles. Est-ce que si elle a des rapports sexuels, elle pourra être enceinte? Très belle question. D'ailleurs, les règles, si vous faites l'allaitement maternel exclusif, la majorité des femmes n'ont pas les règles dans les 6 premiers mois. Premiers mois? Oui. Oui. Parce que cette période-là, l'allaitement maternel est considéré comme une méthode contraceptive. Donc, à ce moment-là, elle n'a même pas peur d'avoir les relations sexuelles. Oui. Si l'allaitement maternel est exclusif, à condition que ce soit exclusif, à condition qu'elle n'ait pas eu les règles, parce que le fait d'avoir les règles signifie qu'elle a déjà ovulé au moins une fois, et à condition que l'allaitement maternel soit fait à la demande
et certaines personnes disent 10 à 12 fois par jour. C'est-à-dire que vous ne donnez que le sein. Oui, à ce moment-là, cette activité de donner le sein déclenche la production d'une hormone qui va s'opposer à l'activité des hormones sexuelles qui aboutissent à l'ovulation et donc va constituer pour vous une méthode contraceptive. D'accord. Donc, le fait de n'avoir pas les règles n'est pas une contre-indication aux relations sexuelles. Voilà. Mais ça ne doit pas déborder 6 mois. Ça ne doit pas déborder 6 mois. Ça, c'est qu'est-ce qui ne doit pas déborder 6 mois? Ça veut dire que si après 6 mois, vous n'avez toujours pas les règles, vous n'avez plus la garantie que vous ne pouvez pas tomber enceinte. Parce qu'on peut tomber enceinte sans avoir les règles. D'accord. On peut tomber enceinte sans avoir les règles. Je connais dans ma pratique plusieurs femmes qui ont eu 3 enfants sans avoir les règles une seule fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui a accouché, elle est retombée enceinte sans avoir les règles. Elle est encore retombée enceinte sans avoir vu ses règles. Voilà. Et donc, il y a des cas exceptionnels. Ce n'est pas une exception. Ça veut simplement dire qu'elle a eu une ovulation, mais elle n'a pas attendu d'avoir les règles. Elle a eu les rapports, elle est tombée enceinte. D'accord, ok. Ce sont des choses qui arrivent. Bien entendu. Donc, ça fait partie du package de conseils que nous donnons aux femmes pour qu'elles n'aient pas de mauvaises surprises. Par exemple, si au bout de notre entretien, vous nous dites que vous n'allez pas faire un allaitement exclusif au sein, nous vous disons que passé 42 jours, si vous voulez avoir les rapports sexuels, si vous ne voulez pas tomber enceinte, prenez une méthode contraceptive, que vous ayez des règles ou non. Oui. Mais prendre une méthode contraceptive ne pourra pas nuire au bébé, même si vous ne donnez pas le lait tout le temps. Non, il y a des méthodes contraceptives qui ont été étudiées, qui n'ont aucune interférence avec le lait maternel. Si vous prenez par exemple le condom, ça n'a aucune interférence. Je prends si monsieur est d'accord, bien évidemment. Bien entendu, le choix est un choix individualisé et conforme à la volonté du couple. Ah oui. Si vous mettez un stérilet, ça n'a aucune interférence avec l'allaitement maternel. Même certaines pilules bien choisies n'ont pas d'interférence. Donc, si vous discutez avec votre prestataire de soins, sage-femme ou médecin ou gynécologue, vous choisirez, il va vous aider à choisir la méthode contraceptive qui correspond à vos désirs. On parle toujours lait, mais on parle dans le cadre de la nutrition. Oui. Parce qu'on dit qu'il y a des aliments, il y a des consommations, je préfère dire consommation, c'est-à-dire je parle aliments, je parle boissons, qui favorisent la production du lait, la bière par exemple, consommer de la bière. On voit tout le temps quand on vient avec le panier, rendre visite à la jeune maman, il y a toujours une bière, je ne veux pas citer le nom, mais on se comprend, il y a une bière qui est toujours là, on dit c'est bon pour toi, ça va te donner, ça va te permettre d'avoir plus de lait et tout. Vous me voyez sourire, c'est-à-dire qu'on a transformé les habitudes en... je vais dire en médicament. La bière en tant que bière. En tant que bière. N'a aucun effet sur le lait. Vous comprenez? On se comprend, oui. Au contraire, ça peut, si vous buvez à une forte quantité, vous en faites consommer aussi au bébé. Oui. Vous lui faites avoir un certain taux d'alcoolémie. Donc la bière, par contre, l'observation faite que ça peut augmenter n'est pas fausse. Parce que la bière, c'est un liquide. C'est un liquide. Donc, ce qu'il faut, c'est être suffisamment hydraté. Vous comprenez? L'hydratation, par contre, favorise la sécrétion du lait. Et comme quand vous buvez la bière, vous êtes en train de vous hydrater. Sauf qu'il y a d'autres substances dedans qui ne sont pas forcément conseillées. Bon, comme c'est les habitudes et comme la bière est bonne dans la bouche, les gens vont dire une bonne bière. Non. Si on devait transformer ça en un conseil médical viable, le plus viable, c'est que une bonne boisson, de l'eau, parce que c'est la meilleure boisson, boire suffisamment d'eau,
s'hydrater suffisamment va aider à la sécrétion de lait. Et des aliments recommandés, il y en a? Bon, les aliments, vous mangez normalement selon vos habitudes. On va seulement dire que les aliments peu recommandés. Normal, vous mangez selon vos habitudes. Il faut manger normalement, manger équilibré. Maintenant, on va s'éviter les aliments dont nos confrères, les cardiologues, évitent aujourd'hui. Ne pas manger très gras, ne pas manger très sucré, ne pas manger trop salé. Oui. Mais sinon, vous mangez équilibré. C'est vrai que la nourrice, la maman qui est nourrice, va faire attention à certains repas parce que certaines choses qu'elle prend passent dans le lait maternel, peut entraîner soit une diarrhée chez son enfant, soit une constipation. Mais ça, c'est rare dans nos aliments. On ne va pas commencer à trier les repas, mais on va simplement respecter une bonne hygiène alimentaire comme toute personne. On va rester dans le cadre des pratiques. Hein. Oui. Il y a aussi le café chaud. Oui. Là, est-ce que ça aussi a une influence particulière? Ce n'est pas dangereux, le café. Pour moi, je dis que tout ce qui est la mère, la nourrice, elle a besoin de se sentir à l'aise, elle a besoin de bien manger. Nous n'allons pas commencer à décourager des choses qui sont bien. Le café, pris à une dose normale, sans exagération, le lait et tout ça sont des choses qui vont faire épanouir la mère. Parce qu'il faut dire que l'épanouissement psychologique aussi est un bon contributeur à la réussite de l'allaitement maternel. Oui, si la mère se sent joyeuse et tout, une maman qui est déprimée, qui ne va pas forcément réussir l'allaitement. Donc ce suivi peut également être psychologique? Bien entendu. Oui. Bien entendu. Bien entendu. C'est pour ça qu'il y a la psychose puerpérale, la psychose du postpartum. Oui. Certaines femmes qui ont eu des conflits pendant leur grossesse, ou alors dont la grossesse n'était pas désirée, et qui ont entraîné l'exclusion ou la mise à l'écart de la future maman par sa famille, et tout ça peut aboutir après l'accouchement parce que les soucis que la maman a sont transférés d'une manière ou d'une autre au bébé. D'accord. Elle rend le bébé responsable de ses problèmes et donc... Après, elle peut ne pas bien s'en occuper. Oui, elle peut même être déprimée, elle peut même avoir une vraie psychose. D'accord. On voit une vraie psychose où on est obligé de la soigner comme une personne mentalement instable. Oui. Maintenant, dans le cas où la dame qui est arrivée 42 jours plus tard, tous les éléments que vous avez cités ne sont pas comme il faudrait. C'est-à-dire le lait, non, les règles non plus, tout ce que vous avez cité ici, l'utérus n'est pas à sa place. Oui. Comment est-ce que vous procédez pour que ça s'améliore? Bien entendu, on va prendre au cas par cas. Si on a trouvé quelque chose d'anormal, on va lui faire savoir et on va lui dire, on va lui prescrire ce qu'il faut faire pour corriger. On va prescrire ce qu'il faut faire. C'est ça le but. On va prescrire ce qu'il faut faire pour corriger. On va répondre aussi à ses préoccupations. Et puis surtout, cette visite du 42e jour permet de choisir la voie. Ensemble, on va chercher à voir, madame, vous voulez retomber enceinte quand? D'accord. Elle va vous dire que je voudrais avoir le prochain bébé dans 2 ans, par exemple. Vous lui dites, vous allez faire comment? Est-ce que vous avez pensé à comment vous allez faire pour réussir à ne pas tomber enceinte? Mais dans ce cas, elle devrait être accompagnée de monsieur. Bien entendu, c'est l'idéal. C'est l'idéal, mais je ne sais pas, peut-être que dans Comment votre ça, cas, vous ne savez pas? Je ne sais pas si vous avez toujours été accompagné par monsieur, parce que notre souci, justement, à l'hôpital, c'est de faire venir C'est ce que toute femme aimerait, hein, être accompagnée par monsieur. Oui, bien entendu, c'est l'idéal. Même le médecin que je suis trouverait idéal que le mari accompagne son épouse. Mais je suis dans le regret de vous dire que
même pas dans 30%. Oui. Cela ne se fait. Oui. Oui. Voilà. S'il vient, il va venir une fois sur 2. C'est déjà encourageant. Oui. Il y en a qui viennent. Mais s'il vient, parce que le bénéfice de la présence du conjoint serait qu'on comprenne Ensemble. très facilement, voilà, Oui. et qu'on applique très facilement. Parce que parfois, la dame, quand elle nous a quittés, elle a un combat à faire à la maison, pour réussir à convaincre son homme. Les plus attentifs aujourd'hui, quand on est réceptif, nous appellent même au téléphone pour dire que, écoutez, mon épouse me dit telle chose. Est-ce que vous me réservez 1 minute pour m'expliquer? Oui. Personnellement, si vous me le demandez gentiment, je vous dis, je vous explique. J'autorise même à certaines de mes patientes de dire à leur conjoint, s'il a des doutes, de m'appeler. Oui. Donc, pour se résumer, on prend au cas par cas, et s'il y a quelque chose d'anormal, on essaye de trouver ensemble. La meilleure façon, c'est de trouver avec la patiente qui est devant nous la stratégie pour, n'est-ce pas, résoudre son problème. On ne lui impose pas la stratégie. Parce que si nous lui imposons, il est évident que quand nous ne sommes pas là, elle balaye ça d'un revers de la main. Mais si ensemble, nous prenons une stratégie, nous l'accompagnons dans sa stratégie. Quelle est la recommandation que vous donnez toujours au terme de cette consultation? Parce que nous sommes à la fin de ce programme. Bon, celle que nous donnons toujours, il n'y a pas une que nous donnons toujours. Celle que nous donnons de façon générale, c'est que il faut tout faire pour que cette période de transition entre une grossesse et la prochaine se passe de la meilleure façon possible. C'est-à-dire que vous ayez choisi le moment de votre prochain bébé, que votre bébé grandisse normalement avant de céder la place au prochain qui arrive, que vous n'ayez pas, par exemple, une grossesse indésirée. Voilà. Donc, voilà le conseil que nous donnons toujours. Maintenant, au cas par cas, nous pouvons dire à telle madame, vous allez faire tel test, vous allez faire tel autre test. Voilà. Donc, le conseil est individualisé. Merci, Dr. Tshouzo Robert, pour votre présence et pour toutes ces explications, parce qu'il y en avait tellement. On espère que, mesdames et messieurs, également, parce que vous êtes concernés, vous allez faire au mieux pour que cette période de la naissance du bébé à la prochaine grossesse se passe au mieux. On espère que ce que nous avons écouté, des recommandations, des conseils, nous avons pris note et que nous saurons en faire bon usage. Merci de nous avoir suivis sur Intégral Radio Vision. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.